Le choc cardiogénique, oui, mais avec un focus sur les thérapeutiques d'assistance circulatoire, bien sûr, parce que c'est les choses qui sont vraiment d'actualité. Quelques diapositives d'épidémiologie sur les données les plus récentes. Donc, on voit une baisse de la mortalité comme pour l'infarctus standard, mais bon, en 2005, on avait encore autour de 50% de mortalité et surtout, bien sûr, pour les patients qui n'ont pas bénéficié d'angioplastie, cette mortalité était encore plus importante, mais à la date d'aujourd'hui, la grande majorité des patients vont bénéficier donc d'une revascularisation en urgence dans le choc cardiogénique. Et malgré ça, ça c'est les données de l'essai IABP Choc 2, l'essai allemand, la mortalité à un mois était quand même de 40%, de 50% à un an et de 66% dans les données à 6 ans là, qui ont été publiées l'été dernier. Ça, c'est d'autres données, cette fois nord-américaines, sur des infarctus aussi en choc cardiogénique revascularisé, où on voit une tendance à une augmentation de la mortalité aussi sur les dernières années. Donc, c'est une pathologie qui survient à peu près encore autour de 5% au total de tous les infarctus, avec une mortalité, donc on vient de voir, qui reste élevée. Alors le ballon de contre-pulsion, donc l'étude Choc 2 d'Holgertil a montré que ça n'avait pas d'impact en termes de mortalité, ni d'ailleurs quasiment de tous les autres critères d'évaluation secondaire qui avaient été testés. Et c'est pour ça donc les recommandations de la Société européenne ont dégradé l'indication à un grade 3 en routine. La date d'aujourd'hui est une indication potentielle dans les chocs les plus graves, mais c'est probablement dans les chocs les plus graves où on a vraiment besoin d'une autre type d'assistance circulatoire et je ne suis pas persuadé que cette recommandation persiste à court ou moyen terme. La seule indication de classe 1 pertinente, c'est la discussion au sein de ce qu'on appelle une heart team ou une shock team, où il y aura donc tous les intervenants qui peuvent par exemple exister dans ce bâtiment pour décider ensemble de la thérapeutique la plus adaptée. Les thérapeutiques d'assistance circulatoire autres que le ballon de contre-pulsion, à la date d'aujourd'hui, n'ont qu'une indication de classe 2B du fait du manque de données solides scientifiques, en particulier d'études randomisées. Alors ces machines, à la date d'aujourd'hui, ce sont essentiellement l'Impella et l'ECMO véno-artériel. Les grosses machines d'assistance mono-VG, type le Heartware, HeartMed 3 ou a fortiori le cœur artificiel, sont sûrement pas à utiliser en phase aiguë chez ces patients-là. Un mot sur l'Impella, donc, qui est une petite pompe axiale que l'on positionne par voie rétrograde en intraventriculaire gauche et qui a une propriété de décharge du ventricule gauche. L'impella de type CP permet en théorie une assistance jusqu'à 4 litres minutes. Dans la réalité, c'est probablement plutôt autour de 2,5 litres, 3 litres. Vous voyez ici un patient qui donc a des compressions volume en bleu là, donc, en baseline, et l'Impella permet en particulier donc, une diminution importante de la pression télédiastolique du ventricule gauche. Le problème avec l'Impella, c'est que en dehors de données animales comme celle-là qui suggérait un bénéfice à la mise en place angioplastie en termes en particulier de territoire infarci, d'apoptose, les données qui ont évalué donc en vraie vie ce petit essai randomisé réalisé par une équipe néerlandaise sur 48 patients, Impella CP versus ballon de contre-propulsion, pas de différence, donc avec une mortalité qui était à un mois autour de 50%. Et les données les plus récentes, c'est des données d'un groupe allemand également, sur un grand registre de plus de 500 patients qui avaient bénéficié d'une Impella en phase aiguë, après revascularisation, et un matching sur un score de propension avec les patients qui justement avaient été inclus dans l'essai IABP Choc 2, que ce soit les patients de toute la cohorte ou juste ceux qui avaient bénéficié de la mise en place d'une Impella, et des données qui sont extrêmement aussi décevantes avec l'absence de différence en termes de mortalité ici à J30 entre les deux stratégies. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que c'est une assistance monoventriculaire gauche et que peut-être l'Impella, même l'ACP, n'est pas suffisante en termes de support hémodynamique chez ces patients en défaillance cardio-circulatoire sévère. Et c'est probablement pour ça qu'à la date d'aujourd'hui, c'est l'ECMO véno-artériel qui doit être la solution de première ligne.
inséré par voie percutanée coguidée pour limiter donc les complications. C'est un support donc biventriculaire, cœur-poumon. On peut aussi oxygéner les patients, ce qui dans un certain nombre de cas également va être d'intérêt. Le débit cardiaque est relativement élevé, on peut monter jusqu'à 5-6 litres, mais ce n'est pas l'objet, parce que je vous en parlais juste après, il y a un problème avec l'ECMO, c'est l'augmentation de la post-charge. On a souvent besoin entre 3 et 4 litres, peut-être un tout petit peu plus initialement. Et cette stratégie va pouvoir être utilisée en bridge le plus souvent à la récupération, mais parfois donc à la mise en place d'autres stratégies, y compris la transplantation. Et l'autre avantage majeur par rapport à l'Impella, c'est le coût. Une Impella, c'est entre 10 et 15 000 euros. Un circuit d'ECMO, c'est plutôt entre 1 500 et 2 000 euros. Donc une stratégie qui est, en termes de coût, bien plus favorable. En ce qui concerne à la date d'aujourd'hui, les séries qui ont été publiées en littérature, ce sont des séries rétrospectives le plus souvent, comme celle-là qu'on avait fait avec l'équipe de Rennes, sur du choc cardiogénique réfractaire, avec des patients extrêmement sévères initialement, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont inclus dans les essais type choc 2 ou culprite. Et on a, malgré cette sévérité initiale extrême, une survie ici en réanimation qui était proche de 50%, qui est bien meilleure que celle qu'on observait il y a une dizaine d'années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces patients qui vont survivre, il y en a les 2/3 qui vont pouvoir être sevrés de l'ECMO avec succès sans avoir besoin d'avoir recours à un bridge vers un mono-gauche ou vers la transplantation. Donc voilà, en termes de données de mortalité, ces chocs 2, avec l'absence de différence, donc vous voyez entre les deux cohortes contrôle et ballon de contre-pulsion, une mortalité de 40% à un mois. Superposé sur le même graphe, c'est l'essai culprite, qui a montré donc une stratégie de revascularisation de l'artère coupable seulement était probablement préférable à une revascularisation complète. Et superposé sur ce graphe-là, la courbe de survie de ces patients les plus sévères qui avaient donc bénéficié d'une ECMO véno-artérielle. Vous voyez qu'on n'est pas très très loin. Un mot sur l'ECMO en tant que tel et du support hémodynamique donc, qui est apporté par la technologie. L'ECMO draine le sang du côté droit, donc va diminuer la charge du VD, ce qui va être particulièrement donc intéressant dans certaines pathologies, dans l'embolie pulmonaire grave par exemple. Mais l'ECMO a une limitation majeure, donc c'est du fait de la réinjection du sang à contre-courant dans l'aorte thoracique descendante, l'augmentation de la post-charge du VG, la majoration si elles existent, ou la création d'une instance aortique, d'une instance mitrale, et une augmentation très significative des pressions de remplissage avec un risque d'œdème pulmonaire qui est non négligeable. Sur les courbes pression-volume, donc si on repart de la courbe bleue, vous vous souvenez de l'Impella qui refaisait descendre vers la gauche, là au contraire, l'ECMO donc décharge, donc diminue l'éjection ventriculaire, mais ne décharge pas. On a une augmentation de la pression télédiastolique avec également une augmentation de l'élastance. Alors on a besoin de stratégies additionnelles justement pour s'affranchir au moins partiellement de ce problème d'augmentation de post-charge. Et la stratégie qui est adoptée à la date d'aujourd'hui ici à l'Institut de cardiologie, c'est l'association à un ballon de contre-pulsion. Sur une petite étude physiologique sur des malades qui étaient assistés par ballon plus ECMO, on avait montré il y a quelques années que l'arrêt de la contraction du ballon de contre-pulsion était associé à une augmentation de quelques millimètres de mercure là ici la pression artérielle pulmonaire d'exclusion avec une sonde de Swan-Ganz qui était surtout en fait constatée pour les patients qui avaient des pressions supérieures à 15 mm de mercure initialement. Ça, c'est une autre étude qu'on a faite, c'est une étude rétrospective sur la série, donc juste avant et après le moment où on a décidé de recourir de manière quasi constante au ballon de contre-pulsion chez ces patients assistés par ECMO. On a travaillé avec les radiologues ici de l'Institut pour donc évaluer avec un score d'œdème pulmonaire donc la constitution d'œdème pulmonaire chez ces malades sous ECMO, et on a montré que l'association de l'ECMO à un ballon de contre-pulsion, entre guillemets protégé, donc du développement d'un œdème pulmonaire important sous ECMO. Et ça, c'est donc une méta-analyse d'une grande partie des essais publiés dans les 10 dernières années sur cette thématique-là, qui a montré que la mortalité est significativement inférieure lorsque on associe donc à l'ECMO
un ballon de contre-pulsion. Donc voilà où on en est à la date d'aujourd'hui. On manque de données scientifiques solides, en particulier d'études randomisées. Et ça a été souligné donc, dans cet éditorial qui accompagnait l'essai Culprit, qui a été écrit par Judith Hockman et qui disait, bon, maintenant, il faut qu'on ait un essai utilisant une stratégie d'assistance circulatoire, et en particulier l'ECMO, comme elle le citait ici dans ce papier, et en utilisant une méthodologie de recherche clinique en tout point similaire à celle que utilisent donc Holger Thiele et les Allemands dans cet essai-là. Et justement, quand on regarde Culprit, ce n'est pas dans le papier Princeps, c'est dans le supplément online, et quand on regarde les causes de décès des patients dans Culprit, c'est en très grande majorité des patients qui vont décéder de choc cardiogénique réfractaire, les 2 tiers des cas, et donc ça suggère que la mise en place précoce d'une assistance circulatoire serait probablement, potentiellement, associé à un gain en termes de mortalité chez ces patients. Et donc, ce concept, donc, il va être testé donc, en France avec le groupe Action. Gilles, on a donc terminé la mise en place. Ça va commencer probablement à la rentrée ou en tout cas d'ici la fin de l'année, c'est sûr, avec des patients qui seront inclus avec les critères de choc 2 sur des chocs qui ne sont pas réfractaires. Ce sont des chocs entre guillemets classiques qui sont ceux qui ont été évalués dans choc 2 et aussi Culprit, à la réserve que Culprit n'incluait que des patients très tronculaires. Une randomisation en 2 groupes. Dans un groupe interventionnel, l'ECMO sera mise en place immédiatement avec l'association à un ballon de contre-pulsion. Et dans le groupe contrôle, les patients seront traités de manière médicale avec l'interdiction du recours bien sûr à l'MPLA et une ECMO de sauvetage possible si le patient présente un choc réfractaire ou une arythmie létale réfractaire ou un arrêt cardiaque également réfractaire. Le critère principal d'évaluation de cette étude, ça sera l'échec de traitement défini comme le décès dans le bras ECMO ou le décès ou la nécessité d'une ECMO de sauvetage dans le groupe contrôle avec un critère secondaire qui sera évalué également en priorité, qui sera la mortalité J30 et bien sûr les autres critères classiques secondaires d'évaluation chez ce type de patient. Et voilà, on va inclure 400 patients, ça va prendre probablement un certain temps quand même, au moins 2 ans, peut-être 3, peut-être un tout petit peu plus, et on espère montrer un bénéfice à cette stratégie. On va être en compétition avec 2 autres études, il y a une étude anglaise qui a bénéficié d'un FP7 là, qui va commencer aussi incessamment, et probablement une étude en Allemagne aussi par le groupe de Thiele. Voilà. Merci Alain. Tu veux nous dire un mot des complications vasculaires et de comment les éviter, puisque de plus en plus on voit les cardiologues se mettre à mettre les canules en place. Oui, alors je pense que c'est le sens de l'histoire. On a regardé avec les chirurgiens cardiaques, il y a encore 3 ans, l'insertion était systématiquement chirurgicale. Et on est passé une insertion percutanée éco-guidée, donc avec les chirurgiens, c'était en 2016. Et donc la série a fait plus de 800 malades, on a publié ça dans Intensive Care Medicine il y a quelques mois. Et cette stratégie a réduit les complications infectieuses, déjà de manière très importante, quasiment des 3/4. Il y a encore des complications ischémiques distales, et ça, il faut probablement les prévenir par la surveillance et donc la mise en place systématique aussi d'une petite canule de reperfusion. Il faut mettre en fait 2 guides par voie éco-guidée percutanée initialement au moment donc, où on met en place la canule artérielle. Il ne faut probablement pas mettre la canule artérielle et la canule de décharge veineuse du même côté, parce que l'ischémie veineuse liée à la mise en place de la canule du même côté aussi va pouvoir majorer l'ischémie. Donc ça, c'est sur les phénomènes initiaux. Il y a des moniteurs de saturation musculaire, transcutanée aussi, qui peuvent être utiles aussi pour la détection précoce de l'ischémie, pour pouvoir agir de manière extrêmement rapide lorsqu'elle se poursuit. Donc ça, c'est pour la phase aiguë. En gros, quand ça se passe bien, les 6 premières heures, souvent après, il n'y a pas d'ischémie. Et donc après, il y a un deuxième problème au niveau du retrait.
À la date d'aujourd'hui, on fait un retrait simple par compression, mais je pense qu'il faut là aussi changer les pratiques et utiliser ce que vous utilisez. Ce sont des dispositifs d'auto-fermeture. Il y a un certain nombre de papiers qui montrent que c'est faisable, même sur des patients qui ont eu l'ECMO pendant une dizaine de jours. Et là aussi, pour éviter les ischémies, les hémorragies, les faux anévrismes qui peuvent se développer dans les suites. Et la reperfusion de membres, faut qu'elle soit systématique. Parce que là, ça va être l'infarctus. On va être en urgence avec, tu vois le bruit de fond. Hein. C'est dans l'idéal, oui. On n'a pas besoin d'un gros cathéter. Souvent, entre 5 et 10 French, ça suffit largement. Encore une fois, il faut que ça soit mis par voie percutée, mais c'est vrai que ce n'est pas encore sur un essai multicentrique où il y aura beaucoup de centres, ça ne va pas être fait de manière systématique partout. Et l'adoption de la voie percutanée et co-guidée n'est pas aussi systématique à la date d'aujourd'hui. Oui, Richard. Alain, tu nous as expliqué que l'ECMO augmentait la post-charge et que c'était une limite. Est-ce que vous utilisez l'écho pulmonaire en réanimation pour finalement monitorer un peu cet œdème pulmonaire et est-ce que c'est vraiment utile dans votre expérience ? C'est utile. On s'en sert aussi, par exemple, pour adapter la ventilation mécanique chez les patients en SDRA. C'est quelque chose de complètement différent, mais bon, c'est aussi un œdème alvéolaire, donc on peut détecter tout à fait bien par écho. Nous, à la date d'aujourd'hui, on reste assez basique en utilisant la radio de thorax réalisée tous les jours et puis les tacklings du patient. Ces patients-là, il faut essayer aussi de jamais les intuber, sauf s'ils sont bien sûr en choc extrêmement grave. Et les complications pulmonaires sont beaucoup moins importantes aussi, en particulier les infections liées à la ventilation, si on ne les intube pas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra bien verrouillé parce qu'il y a beaucoup de centres encore où tous ces malades sont intubés de manière systématique. Oui, Philippe. Une question sur les infarctus graves comme ça en choc cardiogénique. Est-ce que l'angioplastie transluminale précoce de ces infarctus, ça fait disparaître les complications mécaniques et notamment les ruptures septales ? Est-ce qu'on a une idée de la prévalence des ruptures septales aujourd'hui ? On a vu diminuer drastiquement les complications mécaniques de l'infarctus avec l'angioplastie primaire. Maintenant, les patients qu'on va étudier, ce ne sera pas ceux-là, ce ne sera pas ceux avec les complications mécaniques. Donc, ils sont exclus. On les a volontairement exclus de cette étude. Et tu ne nous as pas dit si tu voyais une place pour décharger le VG avec une Impella quand il y avait l'ECMO. Alors, c'est la stratégie qui s'appelle ECPELA. Où on associe l'ECMO à l'Impella. C'est une stratégie extrêmement chère, mais c'est probablement la meilleure des stratégies, parce que là, du coup, on a une action extrêmement convaincante sur le plan hémodynamique. Mais bon, c'est cher. C'est très, très cher. Mais il y a quelques données qui commencent à sortir en montrant que ça marche d'abord très, très bien. Il y a la même équipe de Schrage, là, les Allemands, qui ont montré avec les enregistrements de PTDVG, où on voit quasiment passer de 40 à moins de 15. Mais est-ce que tu attends l'œdème pulmonaire pour la mettre en place ? Alors, pour le ballon de contre-pulsion, c'est sûrement pas le ballon de contre-pulsion, c'est préventif. Et malgré le ballon, il y a quand même 10% des malades qui vont développer un œdème pulmonaire sous ECMO. Et ceux-là, il faut retirer le ballon et mettre une Impella. Ça, c'est... Guillaume ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire un transseptal, une dilatation, comme créer le CIA Oui, alors, il y a tout un tas de choses qui ont été développées là, pour la prise en charge, la prévention et la prise en charge de cet œdème pulmonaire, dont la septostomie atriale, qui va donc créer une CIA et décharger en partie également les cavités gauche. Le problème, c'est qu'après, souvent, il y a une CIA résiduelle qu'il va falloir fermer, et avec un coût qui est fort, qui va être... Sur de récupération. Non, mais c'est une des stratégies qui ont été proposées. Mais c'était un peu l'idée du tandem ART. On en a implanté quelques-uns, souviens-toi. Bon, ça avait d'autres inconvénients, mais le concept était sympathique. Il y a un certain nombre de centres aux États-Unis qui continuent qui en font encore, absolument.